La curiosité est un vilain défaut. Ça y est, Jamy, nous y sommes. Regarde, Istanbul. Istanbul, qui s'est longtemps appelée Constantinople et encore auparavant Byzance. Une ville qui a été capitale impériale pendant 16 siècles. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Ah, on commence à y voir plus clair. Byzance, donc, une ville fondée par les Grecs en 657 avant Jésus-Christ. Ça ne rajeunit pas. Sur RTL. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Heureux de vous retrouver dans notre studio de la curiosité puisque vous aviez participé à plusieurs de nos émissions pendant le confinement. Cette curiosité qui retourne à l'école, c'était un bon souvenir ça. C'était un très bon moment. Ouais, avec le label Nation Apprenante quand même, on se la pète un peu. Mais bref, tout ça c'est derrière nous. Vous êtes docteur en histoire, je le rappelle. Et l'une de nos sociétaires, vous allez nous faire découvrir le destin de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance. Donc Byzance, c'est l'actuel Istanbul, on l'a entendu. On est au tout début du 6e siècle après Jésus-Christ. Dans quel milieu naît cette Théodora? Alors Théodora, c'est une petite fille de Byzance qui s'appelle aussi Constantinople à cause de l'empereur romain Constantin qui en a fait sa capitale en Orient. Donc on est au cœur de l'empire romain d'Orient à l'aube du 6e siècle. Et dans l'hippodrome qui est le cœur battant de la ville, là où il y a encore les courses de chars, eh bien il y a une petite fille qui est la fille du dresseur d'ours. Alors pourquoi me direz-vous, y a-t-il un dresseur d'ours dans les arènes de l'hippodrome? Eh bien parce qu'il y a des spectacles, des intermèdes avec des petits spectacles donc qui viennent ponctuer les courses. Et donc cette petite fille grandit dans cet univers, le monde du spectacle, qui est souvent associé au monde de la prostitution dans l'Antiquité. Donc finalement, sa voie est toute tracée. Quand elle sera grande, elle deviendra actrice et putain. Donc elle semble enfermée dans ce petit microcosme, mais pas loin de là, derrière l'hippodrome, il y a le palais impérial, où finalement elle trouvera son chemin bien plus tard. Alors vous avez parlé de cet hippodrome. Quelles sont les règles qui règnent là? Parce que c'est très important de comprendre ça pour comprendre l'histoire aussi de Théodora. Oui, effectivement. Alors c'est un petit monde en bleu et vert. Il y a deux factions. C'est ça. Un match de foot avant l'heure, quoi. Exactement, ouais. C'est la même chose avec la faction des Bleus qui est plutôt soutenue par les gens riches, la bourgeoisie locale, on va dire, même si le terme est anachronique, et les Verts qui sont plus modestes, qui est la couleur du peuple. Et donc cette petite fille appartient d'abord au milieu des Verts, et c'est un monde qui fonctionne avec des pots de vin. Voilà, c'est un milieu assez corrompu. Et un jour, son père va mourir, et malheureusement, sa mère va trouver un autre homme pour subvenir à ses besoins, et donc elle va demander aux Verts de donner le métier de son ancien mari à son nouveau mari. Et là, les Verts vont dire non, on l'a donné à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a payé pour avoir sa fonction. Donc elle va avoir besoin de soutien, la maman de Théodora. Exactement. Et là, la maman de Théodora va avoir un coup de génie. Elle va arriver dans l'hippodrome un jour de fête avec ses 3 petites filles, qu'elles sont 3 filles, Théodora et la fille cadette. Elles sont toutes habillées en blanc avec des petites fleurs dans les cheveux. Elles ont l'air toutes mignonnes, toutes fragiles. Et là, la maman de Théodora va dire donnez un métier à mon mari, s'il vous plaît. Et les Verts disent non, toujours pas. Alors, devant la foule, comme ça. Devant la foule. Ouais. Alors là, la faction des Bleus la regarde et dit mais vous n'êtes pas très charitables, vous les Verts. Nous, on est charitables, on est des vrais chrétiens. On va pas laisser une mère avec ses 3 filles comme ça, sans le sou. On va donner un métier à son mari. Et c'est ainsi que Théodora va passer dans la faction des Bleus. Mais surtout, elle va apprendre que le vrai pouvoir des femmes, parfois, c'est faire semblant d'être faible. Ah, joli. Et donc, elle va se donner en spectacle. C'est son métier. Elle danse, elle joue la comédie. Elle est belle, elle est charismatique. Elle est extrêmement belle. Toutes les sources s'accordent à le dire. C'est une jeune femme absolument somptueuse, très charismatique. Et dès qu'elle a 12 ans, elle commence à monter sur les planches. C'est l'âge normal à cette époque-là. Et dès le début de l'adolescence, elle commence à jouer dans des petits spectacles érotiques, des spectacles burlesques, on dirait aujourd'hui, où elle va notamment jouer un vieux mythe grec qui est le moment où Léda est prise par le dieu Zeus qui revêt la forme d'un oiseau. Donc elle est étalée nue sur scène, on lui balance des grains dessus, il y a des oies qui viennent picorer autour d'elle. Donc ça paraît totalement fou aujourd'hui, mais c'était très érotique pour l'époque. Évidemment, les hommes lui tournent autour, mais pour qu'une courtisane ait de la valeur, il faut qu'elle refuse des amants et qu'elle choisisse les meilleurs. Donc c'est elle... Les meilleurs, c'est les plus riches, évidemment. Exactement. Ouais. Et c'est elle, du haut de ses 14-15 ans, qui choisit ses amants et qui va devenir une des courtisanes les plus en vue de Constantinople. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Si vous allez à Ravenne, naturellement, vous irez visiter Saint-Vital. Et à Saint-Vital, il y a une mosaïque. C'est une femme magnifique, superbe, avec un manteau de soie et d'or. Sa tête est entourée d'une auréole, de sorte qu'on a tendance à penser qu'il s'agit d'une sainte. Elle est entourée d'un cortège de courtisans et d'eunuques. Eh bien, cette femme, ça n'est pas précisément une sainte. C'est Théodora, impératrice de Byzance et femme
de l'empereur Justinien. Les curieux sont sur RTL. Le destin de Théodora, future impératrice de Byzance, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui dans La Curiosité avec le docteur en histoire Virginie Géraud. On est au début du 6e siècle avec vous dans l'actuelle Turquie, autour d'Istanbul, dans Istanbul même. Théodora, c'est une jeune comédienne qui donne avec sa sœur des spectacles érotiques dans l'hippodrome. Elle se prostitue, c'est courant à l'époque en tout cas dans ce milieu du spectacle. Et à 16 ans, Théodora devient la maîtresse, la courtisane d'un haut fonctionnaire syrien, Ekebolos. Alors, il faut quand même que je dise quelque chose aux auditeurs d'RTL, c'est que c'est moi qui ai préparé cette interview et j'avais fait une faute de frappe et j'avais écrit Ekebolos. Alors que je trouve que Bolos c'est déjà mal, mais Ekebolos c'était encore meilleur comme nom. Et on l'adorait, c'est dommage. Mais non, ce haut fonctionnaire syrien, premier amant en tout cas, ou on dit ça comme ça. Premier concubin de Théodora, future impératrice de Byzance. Ekebolos, elle va voyager avec lui. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Eh oui, bien il part en poste en Libye et il va emmener dans ses bagages sa jolie petite concubine qui a à peu près 17 ans à ce moment-là. Et pour elle, ça devient un terrain de jeu, la ville d'Apollonia en Libye. Elle va apprendre ce que c'est que d'être la compagne d'un homme de pouvoir. Elle va apprendre à recevoir des gens, à gérer une maison et puis peut-être aussi à récupérer des informations sur l'oreiller, parce que le renseignement, c'est quand même quelque chose d'important. Mais déjà, elle les passe à certaines personnes, ces informations? Non, elle les collecte, elle les garde. Probablement pour Ekebolos, en tous les cas. Du moins, elle travaille en étroite collaboration avec lui. Puis, à un moment, il se lasse d'elle. On ne sait pas pourquoi. On n'en a aucune idée. Et il la jette à la porte. Elle n'a plus rien. Donc, elle a environ 18 ans. Il va falloir qu'elle rentre à Constantinople. Par ses propres moyens. Et oui, toute seule. Mais heureusement, elle a de la ressource. Mais plutôt que de prendre le bateau, elle va décider de faire une espèce de pèlerinage où elle va longer la rive orientale de la Méditerranée, de ville en ville, se rendre d'hippodrome en hippodrome, puisqu'il y a une solidarité entre le milieu du spectacle de tout l'Empire. Elle va se prostituer aussi. Et arriver à Antioche, eh bien, elle rencontre dans l'hippodrome une femme, une actrice qui est courtisane comme elle, qui appartient à la faction des Bleus comme elle, et qui connaît un certain personnage qui s'appelle Justinien, qui n'est autre que le fils adoptif et neveu de l'empereur Justin. Et cette Macédonia sent le potentiel de Théodora et lui présente le futur empereur. Et donc elle fait la jonction entre Justinien et Théodora. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se ressemblent d'une certaine façon? Peut-être dans leur ascension sociale, c'est ça qui est intéressant. Oui, j'en suis convaincue en effet, puisque notre Justinien, qui a une quarantaine d'années, qui n'est toujours pas marié, qui est un érudit, passionné par la loi, par la théologie, est bourré de complexes. Tout simplement parce qu'il est né dans les Balkans. C'est un petit garçon des campagnes. Des campagnes, on parle le latin et même pas le grec, alors qu'en Turquie, on parle le grec. Et son oncle, Justin, dit-on qu'il est illettré, il a gravi tous les échelons de la carrière militaire jusqu'à, sur un coup de chance, devenir empereur. Et donc il a préparé son neveu à lui succéder, mais néanmoins ce pauvre Justinien, eh bien, il a des complexes par rapport à une aristocratie qui l'environne, qui le voit toujours comme le petit gamin des Balkans. Et comment ça va se ressentir alors, cet sentiment d'infériorité quand il arrive au pouvoir et donc il est marié, ou en tout cas en couple avec Théodora? Comment ça va se ressentir dans le cérémonial notamment? Eh bien, une fois qu'ils vont être mariés tous les deux, pour bien montrer qu'ils sont maintenant au sommet de l'État et qu'au-dessus d'eux il n'y a plus que Dieu et que tout le reste est en bas, ils vont changer le cérémonial de salut à la cour. Alors, la coutume voulait que lorsqu'on salue l'empereur, on mette un genou à terre. C'est ce qu'on appelle la proskinèse. Théodora et Justinien disent maintenant ça suffit. On va faire mieux. On va saluer déjà l'empereur et l'impératrice de la même manière. Et pour les saluer, on va donc s'allonger à plat ventre devant eux et baiser la pointe de leurs chaussures. Donc, on peut imaginer que parmi certains proches de la cour impériale, il y a d'anciens clients de Théodora qui se retrouvent maintenant à lui baiser les pieds. Ça ne manque pas de sel. Oui, c'est un juste retour des choses. On est en 532 maintenant, 532 après Jésus-Christ. 5 ans après son accession au pouvoir, Justinien doit faire face à une révolte populaire. On l'appelle la sédition Nika. Ça se passe à Byzance, à Constantinople. Et comment ça se déroule? Racontez-nous ça. Exactement, ça se passe dans l'hippodrome. C'est un peu l'équivalent des gilets jaunes à l'époque, si on veut faire un parallèle un peu gros. En fait, tout simplement, les gens en ont marre des impôts. Il y a trop d'impôts, il y a trop de corruption chez les fonctionnaires. Et donc,
donc les gens vont se révolter en plein milieu des jeux de l'hippodrome, et à chaque fois ils demandent, à chaque tour de piste, ils demandent à l'empereur qui a sa loge impériale, comme on l'aurait au stade Saint-Denis où il y aurait une loge présidentielle, il demande la baisse des impôts et le renvoi de certains fonctionnaires. Sauf que Justinien ne cède pas d'un pouce. Il a besoin de ces impôts parce qu'il veut faire un empire gigantesque, il veut retrouver les frontières de l'empire romain d'autrefois, il veut construire des bâtiments, il veut du prestige, ça coûte de l'argent, donc il refuse, et à la fin de la journée, c'est l'émeute qui commence. La population se répand dans les rues, va aller attaquer les hauts fonctionnaires chez eux, va aller sortir les copains de prison, et là, la ville est véritablement à feu et à sang. Et ça va être réprimé, cette révolte populaire ? Alors au départ, Justinien se dit qu'il est retranché dans le palais impérial, il se dit, on va peut-être fuir maintenant, puisque tout semble perdu. Et là, Théodora, qui a gravi tous ces échelons, qui est donc passée de la fange de l'hippodrome au sommet du palais, pour elle, il est hors de question de partir, et elle aurait dit cette phrase du poète Échille, la pourpre, donc la pourpre impériale, est un beau linceul, donc pas question de partir, je préfère mourir que de laisser le pouvoir. Et à partir de là, ils vont convoquer des mercenaires étrangers pour aller réprimer les séditieux dans le sang, bien évidemment, et on raconte que environ les 10 000 morts qui ont été faits sont enterrés dans les sous-sols de l'hippodrome, dont la piste va maintenant s'appeler la Nécra, le pourrissoir en grec. En fait, Théodora, elle était pas belle, hein. Elle était magnifique. Elle était fine, musclée. Il faut dire qu'elle passait sa vie à faire du sport. Elle dormait beaucoup. Elle était petite, mais très bien formée. Un visage ovale, une peau très blanche. Elle correspondait à tous les canons de beauté de l'époque. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Extrait du Théodora de Handel pour lancer cette dernière séquence avec notre invitée Virginie Giraud, docteur en histoire. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 14h23 sur RTL, vous nous avez raconté comment Théodora, née en 500 après Jésus-Christ à Constantinople, l'autre nom de Byzance, fait ses premières armes de comédienne avec sa sœur, comment elle devient prostituée avant de rencontrer l'empereur Justinien, issu comme elle d'un milieu modeste. Pendant combien de temps vont-ils régner sur cet empire romain d'Orient ? Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs cet empire ? Cet empire romain d'Orient, c'est à peu près la moitié de l'empire romain, donc c'est-à-dire toute la partie orientale de la Méditerranée, de la Grèce à la Libye jusqu'au début de la Syrie. C'est énorme. Donc ça fait quand même un vaste empire, en sachant que Justinien veut aussi récupérer l'Italie, ce qu'il fera d'ailleurs au prix de grands frais militaires, mais il y parviendra. Et il règne pendant combien de temps ? Il va régner pendant presque 30 ans, quasiment 20 ans avec Théodora qui mourra avant lui, on pense, d'un cancer du sein. Est-ce qu'elle était influente ? Est-ce qu'elle a fait, par exemple, avancer la cause des femmes ? Je rappelle qu'on est au VIe siècle. Oui. Et oui, c'est une femme extrêmement influente. Alors, déjà, effectivement, elle est impliquée dans la cause des femmes. On pense que c'est plus par charité chrétienne que par vocation réellement, mais elle va lutter en tant qu'ancienne prostituée contre le proxénétisme. Et là, comme elle a le sens quand même de la mise en scène depuis qu'elle est petite, elle arrive dans la rue et elle va voir des proxénètes et elle rachète leurs prostituées pour de l'or, nous dit-on. Dans la seconde version de Procope de Césarée, qui est l'auteur de tous les écrits autour de Théodora, positifs et négatifs, donc propagande et contre-propagande. Il raconte qu'en fait, elle les a achetés pour 3 francs 6 sous de l'époque. Et il y a la version hagiographique. Exactement. Qui est écrite par Procope du temps du règne de Théodora. Et puis ensuite, il y a la version satirique d'une certaine façon. Exactement. Avec des infos qui se avec la contradiction la plus totale, où il dit, dans la deuxième version, où il bitch en fait en permanence sur Théodora, il dit « Personne va me croire, les historiens du futur vont croire que je mens, mais c'est dans cette version-là qu'il y a la vérité. » Bon, on sait que la vérité est entre les deux en général. Et effectivement, il nous raconte qu'en fait, elle les rachète pour pas grand-chose, mais c'est surtout un gros coup de com' pour Théodora. Et elle va donc permettre à ses prostituées de se retirer dans un couvent qui s'appelle les Métanoïa, la repentance. Sauf qu'en réalité, c'est une véritable prison. Ces filles préféraient vivre dans la rue et elles se retrouvent à se suicider en se jetant des fenêtres du couvent parce que la vie est insupportable. Mais au moins, Théodora a l'air comme ça d'avoir une belle charité chrétienne. Et c'est vrai que chrétienne, elle l'est, mais chrétienne d'Orient. C'est-à-dire qu'elle a la croyance des chrétiens d'Orient de l'époque. Elle est monophysite. C'est-à-dire qu'elle est convaincue que Jésus a une seule nature divine qui a absorbé sa nature humaine, alors que du côté des Romains, qu'on appelle les Chalcédoniens, on pense que Jésus a 2 natures, divine et humaine. Et cette petite nuance suffit à se faire la guerre aux 4 coins de l'Empire. Du coup, Théodora va protéger les moines de cette branche du christianisme. Ça, le monophysisme.
Et donc effectivement, vous avez raison, elle va protéger des moines qui sont persécutés, notamment des moines syriens, et elle va leur offrir l'asile dans des dépendances du palais impérial de Constantinople, ce qui fera d'elle plus tard une béatifiée, comme vous l'avez dit. La béatification, c'est en dessous de la canonisation. Donc, il y a les saints et il y a les bienheureux, donc elle est bienheureuse pour les chrétiens d'Orient, et elle a été reconnue au début des années 2000 comme une bienheureuse parce qu'elle a sauvé les chrétiens d'Orient. Virginie Giraud, dans les années 540, il y a une violente épidémie de peste qui fait vaciller le pouvoir de ce couple, Théodora, Justinien. Que se passe-t-il? Pourquoi ce pouvoir vacille? Eh bien, ce pouvoir vacille parce que Justinien va tomber malade. Et alors, c'est pas le Covid-19, la peste. C'est un taux de mortalité entre 45 et 75%, donc on est un petit peu sur autre chose. Et quand on l'attrape, on a quand même beaucoup de chances de mourir. Or, Justinien est atteint, mais il a de la chance. C'est les bubons, parce que c'est la peste bubonique, les bubons qu'il a commencé à suppurer, et il va pouvoir guérir. En attendant, elle prend un peu le pouvoir, Théodora? Alors, en attendant, elle commence à se dire, bon, si mon mari meurt, ce qui est quand même probable, il va falloir que je choisisse un nouvel empereur pour pouvoir continuer à tirer les ficelles derrière. Sauf que là, c'est la rébellion. Tous les généraux militaires qui entourent Justinien, des généraux qu'elle a contribué à placer au pouvoir et à qui elle a fait épouser ses sœurs et ses meilleurs amis. Tous ces hommes lui disent, non mais attends Théodora, si tu choisis le prochain empereur, nous on va pas te soutenir en fait. Et là, elle comprend qu'elle n'a en réalité aucun ami et que son pouvoir, elle ne le doit qu'à son mari. Et elle aura de la chance effectivement qu'il survive et de mourir avant lui, ce qui lui permettra de ne jamais connaître la déchéance. Elle meurt en 548, c'est ça, après Jésus-Christ. Que devient... c'est aussi une belle histoire d'amour d'une certaine façon. Que devient Justinien après? Eh bien, Justinien sera un veuf inconsolable. Il ne se remariera jamais. Cette histoire, c'est à la fois une belle histoire d'amour et c'est un peu House of Cards aussi. C'est-à-dire une histoire d'amour et de pouvoir. Et 10 ans plus tard, alors qu'il aura fait de grandes conquêtes aux marges de l'Empire, il fera une espèce de défilé du 14 juillet, un défilé militaire dans Constantinople, où il va aller se recueillir publiquement sur la tombe de Théodora dans l'église des Saints Apôtres, pour bien montrer qu'il est toujours fidèle à la mémoire de son épouse chérie. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Si vous deviez retenir un seul geste, un seul acte de cette Théodora, ce serait lequel? Un seul acte de cette Théodora, c'est le moment où elle se prend pour la patronne des missionnaires chrétiens, c'est-à-dire quelque chose qu'elle fait totalement de son côté alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Au nom de quoi une impératrice se permet d'organiser des missions chrétiennes? Eh bien, elle va le faire. Elle va choisir une petite région en Nubie, donc c'est le sud de l'Égypte, qui est à la marge de l'Empire, qui n'intéresse personne, et elle va envoyer une mission chrétienne de son propre chef, sans prévenir Justinien. Et donc là, la mission chrétienne envoyée par l'impératrice convertit les Nubiens, leur dit voilà, alors, il se peut que dans quelques mois, d'autres chrétiens arrivent qui pensent pas tout à fait comme nous, mais nous c'est la vraie foi. Et effectivement, Justinien, apprenant que sa femme a envoyé une mission, envoie une seconde mission. Ils se font la course tous les deux comme ça, mais c'est Théodora qui va la gagner puisqu'elle a converti avant son mari. Et en représailles, Justinien va emprisonner l'évêque qu'elle avait choisi à Constantinople, qui va s'enfuir la nuit de la prison avec une perruque sur la tête pour pouvoir rejoindre son église du fin fond de la Nubie. Mais ça, pour le coup, c'est un petit jeu entre eux et qui n'a aucune incidence sur le pouvoir. C'est un vrai roman d'aventure, quoi. À lire, Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, aux éditions Talendier. Merci Virginie Giraud et à bientôt. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL.